Françoise. Et nous avons aussi Karim Diakhaté, qui est le directeur de Afrique Perspective. François. Enchanté, Tunkara. Merci d'être là, c'est un honneur. Hein. C'est pas toi tu dire, vous n'êtes pas un nouveau venu au Sénégal, un nouveau venu, vous connaissez bien le Sénégal. Et qu'est-ce que ça fait de retourner C'est vrai que moi j'étais venu beaucoup au moment de ma thèse, parce que j'avais fait ma thèse sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne pendant la période de la décolonisation. Le but c'était de savoir si les États-Unis avaient joué un rôle dans la décolonisation de l'Afrique subsaharienne. Et là, ce sera important que vous nous en disiez un peu plus. Karim, bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. Alors, Afrique Perspective, c'est depuis quand? En fait, Afrique Perspective existe depuis un peu plus d'1 an quand même. Nous sommes à notre 3e édition, parce qu'en fait, dans un premier temps, c'était un trimestriel. Nous avons en fait l'ambition de porter bientôt à une parution mensuelle. Ce sera, disons, à la rentrée. Et quelle est la ligne éditoriale? En fait, c'est l'information du continent africain par les Africains. Parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte que d'habitude, on parle de l'Afrique à partir des capitales européennes. Et là, en fait, notre ambition est de faire un support de communication qui puisse partir de l'Afrique et aller vers le monde. Et donc, c'est une Afrique vue par les Africains. Qui va dans quel sens? Qui va dans le sens d'essayer de corriger ce qui s'est passé, parce que 54 ans qu'on est indépendant, aucun de nos pays n'a réussi à se développer. Vous allez dans quel sens, vous? En fait, on pourrait éventuellement dire que nous nous positionnons dans l'afro-optimisme. Parce que quelque part... Vous n'osez pas faire de l'afro-pessimisme. Forcément. Je veux dire en fait que très tôt, les gens ont tellement l'habitude de présenter l'Afrique sous un mauvais angle. Effectivement, l'Afrique a des problèmes, l'Afrique a des soucis de développement, des phénomènes de corruption, de malgouvernance et autres. Mais il est temps aussi que les Africains puissent, à partir de nos problèmes, essayer de véritablement pousser vers... Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui enclencher un cycle positif qui donnerait une véritable, un espoir que le continent va enfin se développer? Ce serait, à mon avis, d'abord une prise de conscience par nos élites que le peuple africain est devenu... Et ce n'est pas le cas, selon vous? Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire de ce point de vue-là. Bon, allons-y. Hein. Aujourd'hui, vous avez le président Macky Sall qui est né après les indépendances. Pour vous, au Sénégal, ici, il n'y a pas encore de conscience des élites dirigeantes que... Bon, dans le cas du président Macky Sall dont vous parlez justement, que vous donnez un exemple, je ne voudrais pas le dédouaner, mais il a quand même un lourd héritage à gérer d'abord, du point de vue en fait un peu de la conception macroéconomique de nos réalités. Je ne parle pas de ça directement. En fait, je veux dire que les dirigeants comme lui, parce que vous avez donné son exemple, il y a aussi le cas de Faure et Adema, enfin de Faure, Gnassingbé ou d'autres, ils ont d'abord un héritage, l'héritage colonial d'abord, et ensuite le fait que lui, il est arrivé, effectivement, il est né après les indépendances comme nous autres, il a quand même besoin de temps pour véritablement savoir où aller. Alors là, vous le dédouanez, hein, parce que ce temps dont vous parlez, c'est comme si nous, on n'en a pas. Eux, quand ils veulent se faire élire, ils vont nous promettre des choses. Par exemple, dans le cas du président Macky Sall, il avait dit « Chaque année, j'ai créé 100 000 emplois ». Il en a créé 10 000 environ. Donc, il nous doit 90 000 emplois. Alors, voilà, ils viennent, ils nous promettent des choses, on ne voit rien. Est-ce que ce n'est pas une redite? Est-ce que ce n'est pas ce que les autres ont fait? Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous de ce point de vue-là. Mais là, en fait, c'est l'aspect politique ou peut-être politicien des choses que vous abordez. Moi, je dis qu'en fait, un président élu, effectivement, il a été sur la base d'engagement et peut-être de promesses. Mais bon, comme l'autre l'a dit, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien y croire. Moi, je parle de la réalité concrète. On est dans des espaces où, effectivement, il faut promouvoir effectivement la vérité d'abord dans tout ce que nous faisons pour faire en sorte que l'Afrique puisse aller de l'avant. Mais il faut également se rendre compte qu'on a des peuples mûrs, des jeunes aguerris qui ont conscience qu'effectivement,
l'Afrique doit aller de l'avant et ne pas être en marche. Bon, est-ce qu'on est un peuple mûr? Moi, j'ai des doutes, hein, parce que souvent, les peuples, prenez l'exercice du vote, on vote sans savoir ce que l'on fait, on vote parce que les politiciens sont venus, nous ont donné un billet de 5 000 francs, un sac de riz, un boubou, etc. Moi, je ne trouve pas que ça, c'est de la maturité. Mais, Karim Diakhaté, vous dites que vous êtes, vous, sur le terrain des réalités concrètes. Mais l'emploi, c'est une réalité concrète. Si le président vient, promet qu'il va créer 100 000 emplois par an, on est dans le réel, on est dans le concret. Donc, s'il ne le fait pas, est-ce que ce n'est pas quelque part qu'il y a incompétence? Parce que chez nous, il y a tellement de choses à faire. Donc, si les gens font des promesses, des engagements et ne peuvent pas les tenir, alors qu'il y a de la matière, est-ce que finalement, ce n'est pas de l'incompétence? Je ne dirais pas de l'incompétence, mais je dirais peut-être... Bon, vous n'osez pas le dire. Hein, je ne le vois pas comme ça. Je ne le pas du tout. Nous, en fait, notre ligne éditoriale... Nos dirigeants, quand vous dites des choses comme ça, ils peuvent fermer le revue. Même pas, non, c'est pas le cas. En fait, notre ligne éditoriale, en fait, c'est de faire en sorte que les jeunes, surtout, parce que c'est notre cible, en fait, les jeunes puissent savoir qu'il nous faut développer l'Afrique par nous-mêmes. Bon, maintenant, ce que nos dirigeants peuvent dire ou faire les engage clairement, parce qu'il est clair, effectivement, malgré les achats de conscience, malgré tous les phénomènes de subordination de politique politicienne, il y a toujours des électeurs qui ont leur carte dans leur poche, ou bien gardée dans leur tiroir, et qui attendent le jour du vote pour s'exprimer. Et on a effectivement des populations de plus en plus. Déjà, l'exemple des dernières locales au Sénégal le prouve bien. Les gens savent comment voter. Aussi avait distribué beaucoup d'argent, mais cela n'avait pas... Et justement, et cet exemple doit effectivement montrer, en tout cas aux dirigeants actuels, qu'ils soient du Sénégal ou d'autres pays africains, que l'heure n'est plus à ces types de comportements. Moi, je ne vais pas vous lâcher sur ça. C'est-à-dire que, pour moi, 54 ans aurait dû suffire pour développer nos pays. Prends l'exemple du Sénégal. C'est un pays qui a tout. Donc 720 km de côte, donc 200 000 km² de terre fertile, donc 3 fleuves, 14 lacs. Nous avons plein de ressources minières, nous avons le soleil et nous avons des gens intelligents. Alors si on a tout ça et qu'on n'arrive pas à faire prendre la mayonnaise, c'est quelque part, pour moi, en tout cas c'est ma position personnelle, il y a de l'incompétence à développer ces pays pendant 50 ans. Et si ceux qui viennent aussi ne peuvent pas le faire, c'est parce qu'ils ne sont pas compétents. Pour moi, c'est juste faire ou ne pas faire. Je ne le dirais pas comme ça. Je pense plutôt... C'est moi qui l'ai dit comme ça. Voilà, voilà, vous l'assumez. En fait, moi, je pense que le problème fondamental qui se pose, c'est qu'il y a comme une sorte de déphasage entre ce que nos dirigeants nous promettent et la réalité. La réalité, elle est toute simple. Bon, est-ce que la compétence, ce n'est pas justement de régler ce déphasage? Je ne parlais pas de compétence, parce qu'en fait, derrière les dirigeants, derrière les élites politiques et autres, il y a quand même des ressources humaines. Le problème, c'est est-ce que ces ressources humaines sont suffisamment employées? Est-ce qu'elles le sont efficacement? C'est là tout le problème. Et c'est ça la compétence pour moi. Un dirigeant compétent, il doit savoir s'appuyer sur des leviers existants pour faire prendre la main. Oui, mais le dirigeant ne voit que ce qu'on lui montre. Vous savez, il est très difficile pour nos dirigeants de sortir des palais pour aller vers, effectivement, les compétences, comme vous dites. Et si nous, on n'est pas développé, on n'est pas respecté dans le monde comme il se devrait, selon vous, donc, c'est dû à quoi? Il y a quand même plusieurs problèmes qui s'imbriquent. Je pense qu'il y a des problèmes qui viennent de nous-mêmes, mais il y a également la conjoncture mondiale. Il y a des problèmes, effectivement, qui nous dépassent quelque part. Même si, effectivement, nous en portons pour l'essentiel, la plus grande responsabilité. Et ça, pour moi, c'est l'incompétence. Ah ben, je ne le pense pas. Vous prenez l'exemple d'Israël. Israël, en 1945, un pays qui s'appelle Israël n'existait pas. Aujourd'hui, Israël fait partie de l'OCDE. Israël est d'une puissance militaire, industrielle, économique, etc. Les gens ont été compétents à développer un pays alors qu'ils sont dans une conjoncture complètement hostile. Donc, pour moi, si c'est vraiment développer ou ne pas développer, c'est de la compétence. Si on ne peut pas le faire, c'est qu'on n'est pas compétent. Oui, mais le cas d'Israël est un cas quand même à part. Parce qu'Israël a bénéficié de moyens. Comme nous. Ça dépend. Ça dépend de l'angle d'analyse. Mais bon. Comme nous. Tout le monde a bénéficié. François Dufresne, alors vous voyez, ça va dans le sens. Alors, vous êtes surtout spécialiste des États-Unis.
C'est bien ça. Alors, les relations États-Unis-Afrique, sous quel angle pensez-vous qu'elles se dirigent aujourd'hui? Alors l'événement diplomatique de l'été, c'est le 5 et 6 août prochain. C'est le sommet entre, pas 1, 2, 3, mais 50 États d'Afrique et la première puissance du monde, à Washington. La question c'est, est-ce que la montagne va pas accoucher d'une souris? On sait qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Barack Obama, il avait suscité un énorme espoir parce qu'il était fils de Kényan. Beaucoup d'Africains se disaient, il va avoir une politique africaine, enfin une politique africaine pour les États-Unis. Et puis beaucoup de déceptions. Africom, une organisation créée à l'époque de George W. Bush, qui finalement c'est une politique sécuritaire, une politique militaire de l'Afrique. Donc on se dit, est-ce que ça va pas être un nouvel élan le 5 et 6? Mais quand même, j'ai suivi avec grande attention ce que vous venez de dire, et ça me faisait penser à une phrase d'un journaliste français qui disait: ok, l'Afrique est riche. Si vous prenez le Congo, vous videz le Congo des Congolais et vous mettez des Coréens, vous avez la première puissance du monde. Et moi je suis pas d'accord. Je lui ai répondu: si vous mettez le Congo, vous videz le Congo des Congolais, vous mettez des Coréens et vous les colonisez pendant un siècle et demi, vous avez le Congo actuel. Alors peut-être parce que je suis historien, pour moi 50 ans pour se sortir de la colonisation, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Parce que la colonisation ne s'est pas arrêtée en 1960. On commémore les indépendances. Mais si la colonisation s'était arrêtée à une date, juridiquement elle s'est arrêtée, hein. Il y a plus c'est une indépendance juridique. Mais économiquement, politiquement, le post-colonialisme, ou ce qu'on appelle les historiens le post-colonialisme, il a duré. Et il dure encore dans les structures. La manière dont les infrastructures sont bâties dans ces pays d'Afrique fait que beaucoup de ces économies sont encore externalisées, dépendent d'une seule ressource. Ça, ce sont des choses qui font que 50 ans, c'est court pour se développer. Ça ne veut pas dire qu'il faut dédouaner ou qu'il faut dire on n'aurait pas pu mieux faire. D'ailleurs, le président Obama l'a dit dans son discours au Ghana. Un président américain blanc n'aurait peut-être pas osé le dire. Il a dit en 2009, lorsqu'il est allé pour la première fois en Afrique, il a dit le sort de l'Afrique, il ne faut pas tout le temps se référer à la colonisation. Il y a aujourd'hui des questions urgentes, la question de la gouvernance, la question de l'autosuffisance alimentaire, et de mon point de vue, les États-Unis ont quelque chose à dire et à faire par rapport à la Chine notamment, parce que les États-Unis, vous allez me trouver peut-être naïf, n'ont pas grand-chose à gagner. Les Chinois, on sait très bien pourquoi ils sont en Afrique. Ils sont le premier partenaire de la Chine, c'est l'Angola. Pourquoi l'Angola? Parce que c'est le fournisseur de pétrole, deuxième fournisseur de pétrole des Chinois. Le premier, c'est l'Arabie Saoudite. Chinois, on le sait, ça sera 200 milliards de dollars d'ici 2020 d'investissement direct. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de ressources. Les États-Unis, aujourd'hui, ils sont indépendants sur le plan énergétique. Donc, ils peuvent très bien dire, nous, on est partenaires avec l'Afrique pour des raisons autres que celles du strict intérêt économique. Il y a des intérêts... C'est naïf, hein, là je vous conseille. Hein. Il y a des... Alors je vais me défendre du coup. Il y a des intérêts géostratégiques. C'est notamment assurer la sécurité. On sait qu'une Afrique en insécurité, c'est un monde en insécurité. Mais vous avez vu la manière dont Barack Obama dirige ou ne dirige pas le monde aujourd'hui. Il y a un conseiller de Barack Obama qui appelle ça le « leading from behind », c'est-à-dire diriger de derrière. C'est-à-dire que sur un certain nombre de crises, les Américains préfèrent qu'il y ait d'autres puissances en avant. Et ça les arrange en Afrique. En Afrique, ils considèrent notamment que l'Afrique francophone, c'est une Afrique qui, pour eux, est encore un précaré français. Donc le Mali, donc le Centrafrique. Certes, les Américains participent sur le plan logistique, mais ils ne sont pas premiers. La Libye, ils ne sont pas en avant. Et finalement, ils ne s'intéressent à l'Afrique sur le plan sécuritaire que quand il y a des problèmes. Prenez le dernier voyage de Kerry, le ministre des Affaires étrangères, c'est le State Department en Afrique. Où il va? Il va au Congo. Quel Congo? Le Congo-Kinshasa, parce qu'il y a une crise, pas le Congo-Brazzaville qui est aujourd'hui plus calme. Donc on part au plus pressé. C'est une Amérique qui n'est plus l'Amérique du moment unipolaire qui a suivi la chute du mur de Berlin. C'est une Amérique qui est
sans doute affaibli. Regardez les relations d'Obama avec Poutine. Si Poutine reprend de ce poil de la bête, avec peut-être l'objectif